Alors, je vais essayer un exercice un peu inhabituel. Je vais essayer de parler de plusieurs sujets à la fois en étant néanmoins compréhensible et en essayant de rester dans ce que nous avons de commun comme préoccupation. Et le titre qui est ici, c'est le titre affirmatif, l'influence du numérique et des réseaux sociaux sur les rapports aux technologies et aux sciences. Et je pense qu'il faut évidemment comprendre que c'est une question. C'est comment le numérique et les réseaux sociaux ont-ils une influence sur les technologies et les sciences? Et on va être autour de cette question. Il se trouve que j'ai plusieurs perspectives. J'ai été présenté comme effectivement créateur et dirigeant de la Cité des métiers à la Villette, la première Cité des métiers, puis secrétaire général du réseau. Je suis effectivement président de l'Association française d'astronomie qui a développé depuis 20 ans maintenant aussi les Nuits des étoiles. Et puis, je suis par ailleurs un chercheur invité, comme certains dans la pièce, dans l'équipe Philippe Carré à Nanterre, où je travaille spécifiquement, on y reviendra, sur la question de la catégorisation post-scolaire en scientifique et non scientifique. J'ai un plan en 4 parties. Premièrement, influence du numérique et des réseaux sur les rapports aux technologies et aux sciences. Donc ça, je vais juste montrer qu'il y a bien une influence patente. Cela dit, qu'elle reste très largement à observer et à décrire. Deuxièmement, je vais rappeler, mais là j'irai très très vite, que c'est une influence stimulée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une influence spontanée. Nous sommes dans un marché porté par des gens qui font la promotion des technologies du numérique et des réseaux comme un moyen d'évolution sociale, mais aussi comme un moyen commercial. Et donc, il y a un certain nombre de prophéties sociales, d'annonces officielles de l'avènement de l'ère du numérique qui jouent aussi évidemment sur les effets du numérique sur les rapports aux technologies et aux sciences. Bon, ensuite, je vais parler un tout petit peu de ce qui est mon sujet de direction de recherche actuellement, qui est l'influence du numérique et des réseaux sociaux sur le rapport aux sciences, donc dans un contexte scolaire sur lequel je reviendrai, qui bride un peu la capacité d'auto-formation des adultes dans le domaine scientifique. Ça, j'y reviendrai. Et puis, en conclusion, j'essaierai de dire en quoi les multiples facettes de cette influence du numérique et des réseaux sociaux ces multiples facettes peuvent être à soutenir et aussi à encadrer, parce qu'évidemment, il y a aussi quand même un certain nombre de dérives. Alors, première partie, influence patente à observer et à décrire. Bon, puisqu'on a rappelé que j'étais astrophysicien et président de l'Association française d'astronomie, je vais prendre des exemples des nouveaux outils et des nouveaux réseaux, des nouvelles pratiques dans le domaine de l'astronomie. Alors, par exemple, en termes d'appropriation, d'exploration, d'accommodation de savoir, je vais citer 2 outils. Il y en a un que je n'ai pas réussi à télécharger ici parce que je n'avais pas les droits d'administrateur, mais il est sur un portable. Si vous voulez le voir marcher, il est là-dessus. C'est un logiciel libre français qui s'appelle Stellarium, qui est ici, et qui permet de faire tourner le ciel dans tous les sens, de voir tout ce qu'on voit, y compris les figures mythologiques, et qui est un outil non seulement pour comprendre ce qu'on voit dans le ciel, mais aussi pour comprendre comment ça marche. C'est un vrai planétarium portatif, transformable, dans lequel il y a aussi bien de la mythologie que des objets extrêmement de sciences inhumaines. Donc c'est un outil très intéressant. Puis je vais vous montrer rapidement un autre outil qui est historiquement pas un outil prévu pour la formation. C'est un outil qui est sur le site de la NASA. Voilà, vous choisissez le petit corps du système solaire que vous voulez. Là, j'ai choisi la célèbre comète Tempel-Tuttle. On va zoomer un peu. Alors, la comète Tempel-Tuttle, elle est très célèbre parce que c'est elle qui produit des météorites qui nous tombent sur la tête en ce moment. Dans la nuit du 17 au 18 novembre, vous avez des Léonides qui semblent venir de la constellation du Lion. Alors, vous regarderez là-dessus pour voir où est le lion. Et puis, avec ça, on peut comprendre exactement comment ça tourne dans le système solaire. Et si on fait tourner,
on peut comprendre pourquoi. C'est finalement très logique qu'on ramasse des poussières qui tombent de la comète. Vous voyez tourner un petit peu, oui. Voilà. Et cet outil-là, il est un outil absolument incroyable qui permet de comprendre des choses qu'on entend quelquefois dire, mais qui sont que toutes les planètes du système solaire sont bien dans le même plan. Je vais y arriver. Voilà. Mais que les comètes, elles, comme vous pouvez voir avec la comète bleue là, elles peuvent venir d'ailleurs, inclinées, voilà, qu'elles ont des orbites très excentrées, on peut tout faire tourner, bon voilà, bref. Donc, il y a plein d'outils extrêmement intéressants pour l'astronomie qui permettent, pour des gens qui ne sont pas du tout dans des formations formelles, de comprendre plein de choses, y compris d'aller monter leurs propres observations, etc. Ensuite, il n'y a pas que ça, évidemment. Ça, c'est le forum de Ouest France en juillet 2011. Ce n'est pas le dernier, d'ailleurs. Je l'ai découvert par hasard, moi, en regardant d'ailleurs sur Facebook, parce que quelqu'un m'a fait une alerte. La moitié de la Bretagne, à 6 h du mat le 21 juillet, a vu passer un truc dans le ciel. Finalement, elle est tombée sur le petit bourg de Néant, dans la forêt de Brocéliande, c'est authentique. Un truc qui venait de nulle part et qui est tombé à néant. Et donc là, on peut suivre une centaine de contributions, même un peu plus, de gens qui se demandaient ce que c'était, qui ont vu, qui ont contribué, qui ont décidé d'aller observer. Finalement, l'espace des sciences de Rennes a suivi, etc. Et donc ça, on est dans, finalement, du recueil d'observations spontanées. Donc là, on a vu des outils de formation qu'on peut situer à la limite de l'informel ou du non-formel. Là, on est dans finalement l'activité scientifique qui est née dans un contexte complètement informel. Bon. Et puis, on a des contextes un peu plus structurés de coproduction de savoir. Alors, c'est vieux comme le monde, hein. Évidemment, avant même que la science n'existe, il n'y avait pas de professionnels de science, il n'y avait que des gens qui regardaient le ciel pour essayer de comprendre ce qui s'y passait, soit pour récupérer un peu de pouvoir, soit parce qu'ils étaient, dans leurs croyances, obligés d'annoncer des événements. Ensuite, dès que les professionnels sont apparus, évidemment, les amateurs ont continué à travailler ensemble, et il y a beaucoup de situations de coproduction de savoir existantes en astronomie, mais en plein d'autres domaines, hein. Donc, vous avez en particulier deux grandes plateformes, Berkeley Open Infrastructure for Network Computing, le BOINC, c'est le support de plein de projets de sciences participatives. Donc, vous avez en particulier un projet qui s'appelle Cosmo at Home, vous avez des projets qui s'appellent Stardust at Home, dans lesquels vous pouvez contribuer à des projets scientifiques en vous mettant en ligne. Vous avez Galaxy Zoo, où vous allez aider à reconnaître des galaxies. Et vous avez aussi des données qui sont en ligne, des images satellites, des données numériques, et dans lesquelles vous pouvez organiser les programmes que vous voulez. Là, vous avez une très belle nébuleuse planétaire découverte en profitant, par des amateurs, en profitant d'un stock de données libre de droit, acquis pour autre chose. Et vous avez des campagnes d'observation concertée. Alors, il y a beaucoup de campagnes d'observation concertée sur la biodiversité. Je vous signale qu'il y a un rapport du président du muséum, Gilles Boeuf, qui vient de sortir là sur les sciences participatives et la biodiversité. Il y a des observatoires des insectes pollinisateurs, des observatoires des oiseaux, des observatoires de plein d'espèces végétales ou animales. Et en astronomie, on a un très beau projet qui s'appelle Globe at Night, qui consiste à essayer de contribuer, enfin à travailler à contribuer à la mesure de la qualité du ciel le soir depuis chez vous, avec l'idée effectivement de pouvoir améliorer la protection du ciel nocturne. Le but de cette première partie, c'est de vous montrer qu'en fait, des pratiques apprenantes, j'ai pris le domaine de l'astronomie, mais c'est évidemment partout pareil, peut-être un peu moins, mais la biodiversité est un autre bon exemple. Donc des pratiques apprenantes informelles ou non formelles existent dans le domaine scientifique et même des sciences très scolairement considérées comme à haut niveau, que ces pratiques sont très variées,
et qu'elle constitue un moyen d'appropriation de savoir, voire même de co-construction de savoir, puisque dans les exemples que je cite, là sur Globe at Night, on est bien dans la co-construction de savoir. Alors, juste puisqu'on est entre pédagogues, entre autres, moi j'ai travaillé un petit peu avec quelques collègues, notamment dans le domaine de l'astronomie, mais dans d'autres domaines aussi, à décrire ces activités de coproduction de savoir scientifique. On a repris un modèle plus vieux qu'André Giordan, à savoir le modèle OERIC, observation, hypothèse, expérimentation, résultat, interprétation, conclusion, qui est critiqué dès 1976 comme ne décrivant pas vraiment l'acquisition de savoir scientifique, mais étant bien pratique quand même pour le décrire. Et donc, nous, on travaille avec ces outils-là, c'est-à-dire qu'on regarde les projets dans lesquels sont impliqués des amateurs, et on regarde quel est leur rôle dans les différentes phases d'une expérience scientifique. Donc là, j'ai pris 3 projets scientifiques, à savoir Milky Way at Home. Dans Milky Way at Home, en fait, on ne fait rien. On se connecte à une plateforme, on prête son ordinateur, ça calcule tout seul. On a le sentiment de contribuer à la science parce que son processeur ou ses multiples processeurs sur son bureau servent à quelque chose, mais on n'est pas actif. Donc, j'ai mis des flèches qui descendent pour dire que dans un projet comme ça, dans toutes les phases de l'expérience, finalement, les amateurs ou les non-scientifiques sont simplement en position de subir un protocole, de subir des données qui leur arrivent, de subir des publications qui ne sont pas d'eux, etc. Et puis j'ai comparé en dessous 2 autres projets. Dans Galaxy Zoo, on télécharge des images de galaxies, on apprend à reconnaître les formes entre les galaxies spirales, les galaxies elliptiques, les galaxies irrégulières. Et là, on fait du traitement à l'œil. Ça va beaucoup plus vite que les algorithmes. Et c'est utilisé notamment par des observatoires américains et anglais. Et donc là, on est actif, on est en position réellement actif et des positions de décideur sur la case verte, c'est-à-dire le résultat et le traitement des données. Et dans Globe at Night, c'est le programme dont je vous parlais, où on est en position de faire des mesures de qualité de ciel pour mesurer la pollution lumineuse par les lampadaires près de chez soi. Là, on est acteur dans la phase contribution, recueil de données. Voilà. Cet outil-là, évidemment, il permet de décrire n'importe quelle participation à n'importe quelle situation d'expérimentation scientifique. Évidemment, il s'applique aussi pour décrire une situation en TD ou en cours de physique dans lequel les élèves ou les apprenants sont en position soit de définir eux-mêmes le protocole, soit au contraire d'aller le chercher dans la littérature. Et c'est un analyseur, évidemment, de la proactivité des dispositifs et de la situation de mise en action des apprenants ou pas. Pour aller plus loin, j'y reviendrai tout à l'heure. Ce qui est intéressant, c'est de se demander quand est-ce que ces situations de coproduction de savoir produisent vraiment du savoir scientifique. En fait, il est assez simple de définir 2 axes. Premièrement, est-ce que les savoirs qu'on produit sont réfutables? Si on a l'impression que toutes les étoiles filantes qu'on voit sont très lentes en ce moment, alors qu'au mois d'août, elles sont beaucoup plus rapides, est-ce qu'on va pouvoir réfuter ça en regardant de nouvelles étoiles filantes ou pas? Donc, on peut déterminer un axe de réfutabilité des savoirs qu'on a coproduits. Et puis, évidemment aussi, il y a un deuxième axe très important qui est l'axe vertical, c'est-à-dire est-ce que les savoirs qu'on coproduit, on les coproduit tout seul ou est-ce qu'on les coproduit en lien, en partage avec de la communauté scientifique. Là, c'est un diagramme qu'on a fait. Je sais qu'il y avait un atelier sur les savoirs expérientiels des malades à l'instant. Ça, c'est un diagramme qu'on a fait avec des amis qui travaillent sur les savoirs expérientiels des malades. Quand, en gros, on a un savoir expérientiel partagé seulement par soi-même et qui semble souvent pertinent, ça s'appelle une croyance profane. Et quand on a des savoirs expérientiels qui sont réfutables et jamais réfutés et qui sont partagés par la communauté scientifique, ça s'appelle des savoirs scientifiques. Et entre les deux, vous avez tous les cas possibles. Alors, là, je vous ai présenté dans cette première partie le fait qu'effectivement, l'influence du numérique et des réseaux sociaux est important
sur les rapports à la science et à la technologie. On a vu des exemples d'outils dans lesquels des personnes qui ne sont pas des spécialistes s'approprient, coproduisent des savoirs. On a parlé de la façon d'évaluer ces coproductions ou ces appropriations de savoir avec les outils que j'ai présentés. Clairement, il y a bien des influences patentes des réseaux sociaux et du numérique sur les rapports de monsieur et madame tout le monde avec la science, potentiellement. Simplement, aujourd'hui, on a, et vous le savez puisque vous aviez Olivier Charbonnier hier, Sandra Anlard l'année dernière, pour parler de l'évaluation des compétences et les compétences liées à l'utilisation du numérique et des nouvelles technologies. Donc ça, on a des travaux qui montrent ça. On a pas mal de pratiques observées, et je profite de la présence de Bernard pour dire qu'il a publié une note de synthèse que personne n'a lue, mais qui va sortir dans le prochain numéro de Savoir, qui démontre qu'en fait, s'il y a beaucoup de travaux, tu me contrediras si j'ai mal compris, qu'en fait, il y a beaucoup de travaux, effectivement, il y a quelques travaux sur les pratiques observées avec le numérique et les réseaux sociaux, mais en fait, il y a très peu de travaux qui réellement démontrent l'efficacité différentielle du numérique ou des réseaux par rapport à d'autres modes d'apprentissage, et donc il y a du boulot à faire pour documenter ça. C'est ça. Oui, principalement, je montre qu'effectivement, il y a énormément de travaux de recherche sur les effets du numérique, mais qu'en fait, ce sont des travaux qui ne prouvent rien, parce que c'est des travaux qui sont soit purement descriptifs, donc on constate un effet, mais on ne sait pas en donner les raisons, soit ce sont des comparaisons, mais des comparaisons qui ne sont pas toujours pertinentes. Et les travaux réellement scientifiques qui démontrent une réalité des effets, et ben, j'en ai recensé une dizaine sur l'ensemble des publications produites depuis plus de 50 ans. Voilà. Alors, moi, ce que je dis par rapport au sujet que je développe devant vous aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a très peu de travaux sur l'efficacité comparée. Il y a évidemment des travaux sur les compétences développées, je les ai cités, et en fait, il y a très peu de travaux sur la transformation de l'image des sciences liée à l'usage du numérique ou des réseaux sociaux hors scolaire, hein, je ne parle pas dans le monde scolaire, hein, notamment pour les adultes hors du monde scolaire. On se doute bien que, évidemment, l'usage de ces outils transforme la relation à l'outil utilisé lui-même. Le fait d'être tout le temps sur Facebook fait que vous êtes plus familier avec votre ordinateur. Nathalie Tingry est en train de travailler sur ce sujet, elle devrait soutenir l'année prochaine sur ce sujet-là. Mais ça, on voit bien que c'est qu'effectivement, les effets sont clairs. En revanche, la façon dont ça transforme l'image des sciences elles-mêmes, c'est peu documenté. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'on est plutôt dans un contexte où on est poussé par la production d'outils. Nous sommes tous convaincus, c'est pour ça que je parle de prophétie sociale, nous sommes tous convaincus qu'effectivement, on va mieux comprendre les sciences, mieux produire des savoirs scientifiques, mieux comprendre ce que sont des savoirs scientifiques en utilisant le numérique et les nouvelles technologies, enfin, excusez-moi, les réseaux sociaux et les technologies de la communication. Mais pour l'instant, effectivement, on a peu de données. C'est là, pardon. Et en fait, il y a 3 prophéties sociales. J'appelle prophétie sociale le fait que nous soyons convaincus sans pouvoir vraiment le démontrer. Donc il y a 3 prophéties sociales qui sont derrière nous et qui nous aident à penser ça. On pense que c'est important de changer le rapport aux sciences et à la technologie parce que c'est un enjeu dans la société de la connaissance, Europe 2020, etc., etc. Nous pensons que c'est indispensable de rendre effective la formation tout au long de la vie et nous pensons que nous avons là des outils qui le facilitent. Et nous pensons évidemment qu'il faut profiter et accompagner les transformations des modes de communication avec les TIC. Donc nous sommes triplement convaincus que ça va marcher. Cela dit, pour l'instant, on ne l'a pas encore effectivement, officiellement, scientifiquement démontré. Le 3e point, c'est qu'inversement, en ce qui concerne le rapport aux sciences, nous sommes, nous, particulièrement en France, mais c'est vrai dans la plupart des pays développés, mais nous sommes particulièrement en France dans un contexte
où finalement les effets de l'enseignement scolaire sont peu propices à l'appropriation de savoirs scientifiques par les adultes s'ils ont été catégorisés comme non scientifiques à l'école. Alors, je passe vite. Voilà. En gros, la situation est la suivante. Donc, le diagramme est vertical. C'est un diagramme qui représente les filières scolaires, ce que Patrick Fauconnier, journaliste au Nouvel Obs, avait appelé la raffinerie scolaire. Donc, en haut, vous avez 4 ans. À mi-diagramme, vous avez 14 ans. Et en bas, vous avez 24 ans. Donc, l'âge augmente en descendant. Et ce qui se passe, c'est malheureusement un fait. En ce moment, en France, classe d'âge après classe d'âge, la réalité scolaire est la suivante. Nous avons 25% des élèves qui n'obtiennent que le brevet ou moins, ou rien du tout en quelque sorte. C'est ceux qui sont en échec scolaire. Hein. Ça représente quand même 25% de chaque classe d'âge. Une classe d'âge en ce moment, c'est à peu près 700 000 élèves. Ensuite, en ce qui concerne le rapport aux sciences, nous avons 50% des autres élèves qui arrêteront leur rapport aux sciences avant le bac S. Alors, quand je le présente comme ça, c'est volontairement présenté d'une manière orientée. Je ne dis pas que c'est mal. Je constate simplement que c'est vrai. C'est-à-dire qu'en fait, soit par choix, parce que l'option de russe se passe dans la classe d'à côté, soit parce qu'on leur a mis des mauvaises notes, soit pour une autre raison, en gros, nous avons seulement 25% de chaque classe d'âge qui passe un bac dit scientifique. Et donc, il y en a un quart en échec scolaire, 50% qui arrêtent les sciences avant le bac scientifique, et il reste 25% qui sont les flèches roses et marronasses. Là. Normalement, c'était beige. Donc, les deux autres flèches, vous avez en fait en France 25% de bac S, et là-dessus, la quasi-totalité termine avec des diplômes, enfin, il y en a 15, c'est pas tout à fait la quasi-totalité. Il y a 25% de bac S, sur les 25% de bac S, il y en a 15% qui s'arrêteront au niveau licence ou en dessous, mais qui ont quand même le bac S, et il y en a 10% qui seront au-dessus du niveau licence, c'est-à-dire Master 2, ingénieur, chercheur, médecin, etc. Et comme c'est un bac S, c'est souvent chercheur en sciences inhumaines. Il y a un tout petit 1,2% qui revient dans le domaine des masters recherche en venant pas des bac S. Voilà, sur les 10%. Donc ça, c'est le fait quantitatif de ce qu'est la production du système scolaire aujourd'hui en termes de scientifiques et non scientifiques. Et ça produit deux effets très importants. D'abord, la question de l'appellation de scientifique, c'est-à-dire que même s'il est évident pour tout le monde, j'y reviendrai aujourd'hui, qu'il y a des sciences dites exactes, que j'appelle inhumaines, et des sciences humaines et sociales de l'autre côté, néanmoins, il y a un seul bac scientifique, c'est le bac qui correspond aux filières S, et donc ça ne colle pas exactement avec la définition habituelle des sciences humaines. Ça, c'est une autre question. Bon, donc ça, c'est la première chose. En gros, chaque génération, chaque classe d'âge est catégorisée en un quart de bac scientifique et trois quarts de non scientifique, même pas forcément bac. Et c'est l'hypothèse sur laquelle je travaille actuellement. En fait, à l'obstacle cognitif habituel que nous connaissons tous depuis Bachelard, qui est de dire qu'il y a effectivement des difficultés au raisonnement scientifique de par la nature même de l'activité scientifique, l'hypothèse sur laquelle on est un certain nombre à travailler, c'est qu'en fait, le lycée, de par le fait qu'il sélectionne un quart d'élèves, surtout par l'administration de mauvaises notes, produit un obstacle à la motivation et donne une image de la science qui est réduite à l'image des problèmes qu'on résout à l'école en cours de maths, en cours de physique ou en cours de sciences nat. Donc il donne une image très scolastique de la science. Et donc, pour finir sur ce point-là, quand on se dit que le numérique et les réseaux sociaux pourraient aider des adultes à s'approprier des savoirs scientifiques, à coproduire des savoirs scientifiques, et le peuvent certainement, et
deuxième point, quand on dit que c'est poussé par toute une volonté qu'on a, nous, d'y croire, de développer des outils, on a en face de nous un système post-scolaire qui a produit des obstacles assez forts, qui fait que si vous retournez vers votre Poisson-Palier et que vous lui proposez de faire une règle de 3 ou de calculer un cosinus, ce n'est pas forcément l'activité préférée. Il préférait aller boire une bière avec vous au bistrot que de faire ça, quoi, en gros. Alors, je vais revenir à celui-là. Je cherche la bonne figure, voilà, c'est ça. Il y a beaucoup de gens qui travaillent sur ce qui s'appelle la culture scientifique et technique aujourd'hui. Et donc, c'est intéressant de placer ce qu'on appelle les actions de culture scientifique, technique et industrielle sur ce diagramme. En gros, il y a 5 familles. Si vous les positionnez sur le diagramme, il y a ceux qui sont en haut avant les 14 ans. Ceux-là, il n'y a pas de problème. C'est les activités du type activités de découverte scientifique à l'école élémentaire, ateliers, etc., la main à la pâte et tout autre programme de ce type-là. Là, c'est clair, l'objectif, c'est la découverte scientifique pratique pour tous les jeunes. Donc là, pas de problème. Ensuite, quand on arrive au-delà de 14 ans, on observe plusieurs types d'actions dites de culture scientifique et technique. Il y en a beaucoup qui se positionnent dans un discours d'encouragement des vocations de scientifiques. Et donc, en fait, finalement, leur activité consiste à essayer d'augmenter ceux qui rentrent dans les flèches des 25%, sachant qu'en fait, ce n'est pas parce qu'on en rentre plus que la sortie change de taille. Donc, les activités dites d'encouragement des vocations, elles sont, quand on regarde le quantitatif, un peu bizarres. Et puis ensuite, on a les activités 3 et 4, c'est-à-dire on a des activités qui sont de la vulgarisation, au sens étymologique vraiment du terme, c'est-à-dire qu'on considère qu'il y a un fait, un destin en quelque sorte de scientifique ou de non scientifique, et qu'on organise le dialogue dans le respect de la catégorie. Ceux qui sont scientifiques, ils sont dans l'autre partie du diagramme, mais on peut parler avec eux, on peut lire leurs bouquins, on peut les rencontrer, on peut les voir à la télé, mais le but n'est pas de s'approprier des savoirs ou de s'approprier leur rôle. Le but, c'est de dialoguer avec eux, et on a bien un langage différent, et on n'est pas dans une situation de développement de savoir dans le but de produire des scientifiques, mais bien dans le but de comprendre ce qu'ils font, de dialoguer avec eux. Et donc, finalement, on fait allégeance, disons, à la séparation. Et puis, il y a des actions de type 4 qui, elles, sont très différentes, qui visent, elles, à faire que des gens qui n'étaient pas catégorisés comme scientifiques à l'école le deviennent. Donc, il y a des activités formelles, hein, c'est la reprise d'études classiques pour adultes. Il y a des activités formelles aussi qui sont la validation des acquis de l'expérience. Et il y a des activités aussi complètement amateurs qui consistent à participer à un club d'astronomie ou à se retrouver dans un groupe de malades travaillant sur son savoir expérientiel et essayant de résoudre des problèmes dans lesquels finalement on essaye d'avoir une activité scientifique bien qu'on n'ait pas été catégorisé comme ça. Et puis pour mémoire, j'ai mis la catégorie 5 qui devient très importante, c'est qu'il y a aussi des activités dites de culture scientifique et technique pour les scientifiques eux-mêmes, parce que vu la parcellisation, vu la spécialisation et vu la complexité de l'organisation du monde de la recherche, du monde des travaux et de la quantité de production, ben évidemment, il faut aussi faire qu'à l'intérieur même des scientifiques, l'information circule. Mais en tout cas, ce tableau-là donne une vision des différents objectifs qu'on peut avoir en matière de culture scientifique et technique, et donc en matière de transformation du rapport aux sciences des personnes dans notre pays. Alors, comme nous sommes ici au FOD, je pense, dans un hémicycle dans lequel on est particulièrement intéressé à l'appropriation de savoir, je pense qu'effectivement, il faut focaliser sur la catégorie 4. Ce qui nous intéresse, enfin, je parle pour moi, mais je pense que vous êtes un certain nombre à avoir les mêmes centres d'intérêt que moi, et c'est un peu ce que j'ai présenté tout à l'heure dans le cas de l'astronomie. Ce qui nous intéresse, c'est comment aujourd'hui, des personnes qui ne sont pas scolairement catégorisées comme scientifiques, donc qui n'ont pas eu un bac S, peuvent quand même
se retrouver dans une situation où elles s'approprient des savoirs scientifiques et où elles progressent dans l'évolution de leur rapport aux sciences, dans leur capacité de résoudre des problèmes avec des savoirs ou des méthodes scientifiques. Et donc, moi j'ai identifié, et je travaille là-dessus, j'ai identifié 3 catégories d'adultes qui n'étaient pas catégorisés comme scientifiques à l'école, mais qui néanmoins étaient dans des réseaux qui produisent du savoir scientifique. Donc il y a 3 catégories, il y en a certainement plein d'autres. Il y a 3 catégories, il y a les scientifiques amateurs, on a parlé beaucoup de l'astronomie ou de l'ornithologie ou d'activités comme ça. Il y a les geeks, les technophiles amateurs qui produisent des outils. Alors il faut voir si on considère que la production technologique est une activité scientifique. Deuxième catégorie, il y a des gens qui, poussés par la nécessité, sont confrontés à des problèmes dits scientifiques, comme liés à leur propre santé, par exemple, et qui sont impliqués dans des groupes d'autocliniques, des groupes d'entraide mutuelle qui travaillent sur leur savoir expérientiel. Et puis, il y a quelques cas, ça a été beaucoup étudié et documenté par les Américains, notamment Phil Brown depuis 1987. C'est assez ressemblant au savoir expérientiel des malades, d'ailleurs. Il y a des communautés dans lesquelles il y a un problème, souvent de pollution, par exemple, qui fait que des profanes se retrouvent à essayer de traiter ensemble un problème de nature scientifique. L'étude de référence étant celle de Love Canal au Niagara Falls, qui a été étudiée par Phil Brown, où des ménagères dans une zone de banlieue urbaine de Buffalo avaient été victimes d'un très fort taux de leucémie infantile et ont réussi à démontrer que c'était la pollution de la nappe phréatique de leur cité qui produisait cet accroissement énorme de leucémie, et elles ont réussi à conduire l'étude, se faire aider et produire des résultats, faire condamner la pollution. C'est le film Erin Brockovich pour ceux et celles qui l'auraient reconnu. Donc il y a aussi quelques cas comme ça qui sont assez rares, dans lesquels des habitants en quelque sorte se retrouvent en situation de production de savoir scientifique. En tout cas, il y a ces 3 familles-là. Et donc évidemment, si je vous en parle ici, c'est que l'hypothèse qu'on fait aujourd'hui, c'est que le numérique et les réseaux sociaux sont des moyens de très largement développer ce type de situation. Alors, effectivement, je vais vous montrer quelques images. Voilà. Tout à l'heure, je vous ai parlé des plateformes de calcul distribué, de projets de sciences participatives. L'Observatoire de l'Université d'Oxford a développé Zoo Universe, Zoo Galaxy, parce qu'ils avaient des tas de photos de galaxies et qu'ils trouvaient que c'était très intéressant que des gens que ça intéressait de regarder des galaxies apprennent à les reconnaître et les aident à faire les classifications. Donc le projet Zoo Galaxy tourne depuis maintenant presque une décennie. Il y a énormément de contributions, de publications qui ont été faites par ces travaux-là. Mais l'équipe d'Oxford vient de décider de lancer une plateforme, voilà, de lancer une plateforme pour des projets de sciences participatives, c'est-à-dire qu'en utilisant l'expertise qu'ils ont acquise sur les galaxies, ils proposent maintenant un projet, des projets astronomiques classiques, mais aussi des projets sur le climat, des projets d'archéologie, des projets de biodiversité et des projets même sur le cancer. Et là, par exemple, sur le cancer, ils ont une base de données énorme d'images de cellules de biopsie, et ils proposent d'apprendre à reconnaître les cellules malignes, enfin les agglomérats, les clusters malins par rapport aux bénins, et on reçoit son paquet de données à traiter, on traite ces données, on participe, on a des indicateurs de... Évidemment, il y a une corrélation croisée, il y a beaucoup d'observateurs qui travaillent sur les mêmes données, donc on vérifie la cohérence, et on apprend à s'améliorer, et on travaille volontairement comme ça dans
contrôle la détection du cancer, et ces données servent à des études de corrélation derrière, donc on participe de son propre chef à un projet scientifique. Ce qui est intéressant là, c'est que ce portail de projets scientifiques partagés, il est né des astronomes, c'est pas parce que je suis astronome que je dis ça, alors que l'autre gros portail, qui est donc le Berkeley Open, le Boeing C, celui de l'université de Berkeley, il était par nature même volontairement multidisciplinaire. Tandis que là, on commence à voir des plateformes, et on peut se dire, il n'est pas impossible que la plupart des universités basculent dans des modèles comme ça, en proposant des projets partagés. Ça rejoint une vieille idée que vous connaissez peut-être, qui était celle de l'idée des boutiques de sciences, qui est une idée qui a été développée dans les années 70, qui a fonctionne encore un peu dans les pays scandinaves et dans un certain nombre de pays émergents, c'est-à-dire que le campus universitaire ouvre une boutique dans laquelle les habitants ou des organisations représentatives des habitants peuvent arriver avec leurs problèmes à résoudre, et on vous prête des étudiants en master ou des thésards pour travailler avec vous sur ce problème. Dans ce modèle boutique de sciences, Science Shop, c'est finalement les habitants qui arrivent avec leurs problèmes. Donc par rapport au diagramme que vous avez vu, les flèches sont au début. C'est dans l'identification du problème à résoudre qu'il y a une coproduction. Là, on est dans autre chose. Les chercheurs ont leurs données, ont leur centre d'intérêt, et ils font appel à des habitants, des profanes, pour les aider à faire du traitement de données. Donc c'est deux idées assez complémentaires. Les boutiques de sciences n'ont pas marché en France, très peu en fait en Europe du Sud. Elles continuent de marcher dans les pays scandinaves, et puis, je vous disais, dans des pays plutôt émergents. Il y a un site qui est Living Knowledge, donc le savoir vivant. Donc vous avez un portail Living Knowledge dans lequel il y a un sous-portail Science Shop qui est tous les travaux des Science Shop, et c'est assez complémentaire de ces portails-là. Alors, non, il faut que je revienne à mon PowerPoint. Alors, je vais essayer de ne pas déborder le temps imparti, et néanmoins de dire quelques trucs qui me semblent très importants encore. Bon. Là, ce qu'on présente, c'est tout est beau, tout est gentil. Je pense qu'inversement, et vous le savez évidemment aussi bien que moi en tant que praticien, c'est sûr que les réseaux sociaux, le numérique, sont vraiment des vecteurs pour faire de l'appropriation de savoir scientifique, du partage, etc. Bon. Néanmoins, évidemment, il y a quand même des limites. Moi, j'en ai noté 4. Elles ne sont pas de moi, elles sont dans toute la littérature, mais je pense que c'est bien de les avoir en tête. C'est que, en fait, quand même, quand on travaille avec des outils purement numériques, on n'a pas une vision ouverte de l'expérience dans laquelle on est. Quand on reçoit des cellules cancéreuses, des photos, des images numérisées de cellules cancéreuses d'un petit bout, je pense qu'on peut très bien travailler là-dessus sans même savoir quelle taille ça a. En fait, c'est des micro-nodules. Sans finalement même savoir ce que ça veut dire vraiment qu'un IRM, ou ce que c'est qu'un scanner, comment on fait ces images, sans se rendre compte de ce qu'est le rapport au malade, etc. Et bon, c'est une évidence ce que je dis, mais à force de dire qu'on peut acquérir des savoirs par du numérique ou par du virtuel, il ne faut pas oublier qu'on n'acquiert qu'un tout petit bout de la chaîne, et que si on manipule des objets bourrés de puces nano, on n'a pas une appropriation de l'ensemble de la chaîne. Quand on prétend faire de l'astronomie en recevant, quand on dit qu'on fait de l'astronomie en recevant des images toutes faites de galaxies, on ne sait pas où sont ces galaxies, on n'a jamais vu forcément la Voie lactée, on ne s'est jamais rendu compte de l'effet que ça faisait de se situer avec le ciel qui tourne autour de sa tête, et donc ces activités, si on n'y prend pas garde, elles peuvent n'être aussi que des simulacres. Même si on participe à une chaîne, on peut très bien ne rien comprendre, de ne pas avoir de vision globale de ce qu'on fait. Et cela est renforcé, évidemment, parce que à l'école, je ne vais pas une nouvelle fois taper sur l'école, mais vous comprendrez qu'il faut peut-être le faire quand même de temps en temps, on est de plus en plus à apprendre les sciences avec des simulateurs, qu'on fait de la chimie
en versant des produits chimiques virtuels dans des écrans virtuels sans jamais avoir vu de bouteille et sans jamais avoir vraiment vu des choses matérielles. Et que quand on fait des circuits électroniques sans fer à souder, sans résistance, sans l'odeur de l'étain qui crame dans la soudure, certes c'est bien, comme ça on ne se brûle pas les doigts, mais d'un autre côté je ne suis pas sûr qu'on ait tout compris à l'électronique non plus, quoi. Voilà. Et puis, à force de parcelliser aussi le savoir, dernière chose, à force de parcelliser le savoir, à force d'utiliser des formules à l'emporte-pièce, des tout petits bouts de slogans, finalement, on a une vision extrêmement émiettée de ce qu'est la connaissance. On n'a pas de référentiel et finalement, on peut participer à l'expérience scientifique sans pour autant avoir une vue d'ensemble. Alors, juste pour terminer là-dessus, je vais vous mettre juste celui-là, voilà. Derrière tout ça, il y a une question très importante qui est, finalement, qu'est-ce qu'on appelle science? Il y a traditionnellement trois définitions de la science ou des sciences dans notre vocabulaire habituel. On peut voir la science comme étant un corpus de connaissances. C'est la vision de l'organisation des programmes scolaires. On choisit que la science est composée des sciences nat, de la géologie, de ceci, de cela. On peut, c'est le volume C, on peut imaginer que la science est un ensemble de méthodes et que ce qui compte, c'est effectivement la réfutabilité, le développement de la phénoménologie, d'investigation validée. Ou alors on peut voir la science comme un système socio-économique d'ensemble composé effectivement de circuits de recherche dans lesquels on produit de la connaissance qui est utile à l'industrie, à la recherche, etc. Et ce que je voulais vous montrer juste pour finir, c'est qu'en fait, aujourd'hui, dans notre monde contemporain, la plupart des gens qui ne sont pas scientifiques ne savent plus très bien ce que science veut dire. Donc voilà, là on a fait avec Universcience et quelques autres une étude en essayant de faire préciser par des adultes qu'est-ce qu'ils entendent par scientifique ou non scientifique. Et donc pour ça, on leur a demandé, premièrement, est-ce que vous avez des amis scientifiques? Donc là, c'est un entretien sur 15, hein, ils sont tous différents les uns des autres. Donc là, Camille a répondu oui, j'ai des amis scientifiques, ils ont un diplôme et un métier scientifique. Est-ce que la catégorisation scientifique a un sens? Réponse oui. Et alors, c'est quel sens? Ben, en fait, c'est pas vraiment le métier et le diplôme. Finalement, quand j'y réfléchis à ces deux amis, ben, ce qu'ils ont, c'est l'état d'esprit rationnel. Donc finalement, ma définition, c'est pas tellement le diplôme et le métier, c'est l'état d'esprit rationnel. Encore que, c'est vrai que finalement, je sais que c'est des scientifiques parce qu'ils ont ce métier-là. Mais, d'un autre côté, finalement, si je me demande si moi, je suis capable d'être scientifique ou pas, ben, je dirais que finalement, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'on soit capable de faire des expériences et finalement, c'est la méthode expérimentale qui fait qu'on est scientifique ou pas. Encore que, finalement, pour aller plus loin, je pense que, dit la personne, ce qui est important et ce qui fait le scientifique, c'est que ça soit quantifié, et donc c'est les maths et les chiffres. Et donc vous vous rendez compte qu'en fait, la plupart, enfin sur les 15 entretiens qu'on a fait, ils donnent tous des circulations comme ça dans ce schéma-là, toutes très différentes, et on se rend compte qu'en tout cas, les gens, finalement, ils essaient de nous faire plaisir en nous répondant ce qu'ils imaginent que nous, on s'imagine de la science, quoi. Et je voulais terminer juste là-dessus, vu l'heure, en disant que, au-delà de la question de l'appropriation du savoir scientifique, ce qui est en train de se jouer, c'est la représentation même qu'on se construit du scientifique. Il y a un risque que l'image de la science soit seulement celle du sommet système, là en bas, c'est-à-dire un système mondial dans lequel on produit du savoir, et donc que finalement la plupart des gens se sentent complètement exclus du système scientifique. C'est en développant des projets de petites sciences, des projets dans lesquels les gens participent à de la coproduction de savoir, qu'on peut remettre en circulation dans les représentations l'idée que finalement, la science c'est des méthodes et que chacun peut y participer, et qu'en fait, il ne faut pas confondre recherche scientifique mondialisée et esprit scientifique. L'esprit scientifique, c'est une perspective accessible à tous. Je vais vous montrer pour terminer une page Facebook.
Voilà. Ça, c'est sa photo de la nuit dernière. Voilà, elle a trouvé un truc génial pour des photos haute résolution de la Lune. Voilà. Et lui, il a trouvé un copain qui a fait un tutoriel génial pour améliorer le centrage des caméras CCD. Voilà, donc on est au quotidien sur Facebook, sur un groupe d'astro parmi d'autres. Donc il peut y avoir de l'activité scientifique à petite échelle en circuit court avec des gens qui ne sont pas des scientifiques. Et il me semble que nous avons tous une responsabilité en tant que militants pour l'appropriation des savoirs, pour l'éducation permanente, de rappeler que la science, ce n'est pas seulement un système mondialisé. Voilà, merci.